Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la menace des sécessionnistes contraint le SDF à changer le lieu où doit se tenir son congrès ordinaire à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, après avoir marqué son accord pour accueillir cette convention nationale du principal parti de l'opposition, la Presbyterian Church, s'est désistée à la dernière minute, redoutant des risques élevés de représailles et d'insécurité dans le chaudron de la crise anglophone. Pourquoi ces congrès ordinaires et extraordinaires du SDF cristallisent tant l'attention de la classe politique et de l'opinion nationale? Élément de réponse à suivre en ouverture de ce journal. Cela fait déjà 2 semaines que 2 adolescentes ont été enlevées lors d'un braquage survenu dans leur domicile familial situé à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Les recherches menées jusqu'ici n'ont rien donné. Dans ce journal, la famille choquée lance un cri de détresse. Malgré leur talent et la pertinence de leurs innovations, des chercheurs camerounais broient du noir. Ils dénoncent l'insuffisance de l'accompagnement des pouvoirs publics à l'occasion des journées de l'innovation et la recherche scientifique. Vous les écouterez dans ce journal et vous pourrez découvrir également leur savoir-faire, les innovations qui peuvent améliorer le quotidien des Camerounais. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La menace des sécessionnistes contraint le SDF à changer le lieu où doit se tenir son congrès ordinaire et son congrès extraordinaire, prévu à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. À 24 heures de l'événement, la Presbyterian Church vient de désister à la dernière minute, redoutant des risques élevés d'insécurité, de représailles. Pourtant, cette église presbytérienne avait donné son accord pour accueillir la convention nationale du SDF, et selon le ministre du Shadow Cabinet du SDF, un ministre chargé de l'information, ce congrès doit se tenir et s'ouvre dès demain au Palais des Congrès à Bamenda, selon la dernière information qui nous parvient du SDF. Une convention nationale qui cristallise l'attention de la classe politique et de l'opinion nationale. L'enjeu lié au renouvellement des organes dirigeants du SDF, des probables réformes des statuts, mais aussi l'investiture du candidat SDF à la présidentielle. Ces enjeux pourraient marquer un tournant décisif en cette année électorale. Explication avec Guy Zogo. Si le Social Democratic Front SDF compte déjà quelques dates emblématiques dans son histoire, à l'instar du 26 mai 1990, jour de son lancement, ou encore le 11 octobre 1992, premier scrutin présidentiel de l'ère multipartiste au Cameroun qui fit vaciller Paul Biya, il lui faudra certainement désormais ajouter le 22 février 2018 dans ses repères chronologiques. En effet, la convention nationale du premier parti de l'opposition camerounaise, qui se tient à cette date, marque certainement un curseur majeur pour celui-ci. Pour la première fois, sur ses propres terres, dans son fief historique qui lui a toujours été acquis, le SDF doit jouer sa survie en pleine crise anglophone, dont l'un des marqueurs aujourd'hui est la tentation de quelques-uns à appeler à la sécession. Il va sans dire que c'est l'existence du SDF en tant que parti national qui est ainsi mise dans la balance. Face à cette épreuve, le SDF se retrouve devant ces moments qui déterminent la capacité des partis politiques à domestiquer les grands enjeux de leur existence, qui fondent leur mue et les inscrivent définitivement comme des formations politiques majeures. Si l'on peut se poser la question de savoir si le SDF en est à la hauteur, on peut tout de même créditer ce parti de disposer déjà d'une expérience de gestion des affaires en mesure de lui permettre de faire face à des vrais débats de fond. La seule hypothèque qui pourrait peser sur cette issue positive peut venir des prétentions des uns et des autres à concourir à l'élection présidentielle de cette année. Mais, une fois de plus, leur sort à ce scrutin dépend de la santé du SDF au plan national. Autant dire que le Social Democratic Front n'a pas d'autre choix que celui de la cohérence.
Depuis 2 semaines, une famille est sans nouvelles de leurs 2 filles adolescentes âgées en moyenne de 14 ans. Elles ont été enlevées lors d'un braquage survenu dans leur domicile familial situé à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Les recherches menées jusqu'ici n'ont rien donné. La famille choquée a reçu le soutien du gouverneur de la région de l'Ouest. Awa Fonka Augustine a sommé les ravisseurs de libérer ces mineurs innocentes. Le récit des faits avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Une descente, pas comme toutes les autres. Awa Fonka Augustine, le gouverneur de la région de l'Ouest et tout son état-major, aux côtés de la famille Kamdem, pour lui apporter soutien et réconfort après l'enlèvement de 2 de ses enfants au quartier Tungan 4 de Bafoussam. Réunis à la chefferie du coin, Awa Fonka Augustine adresse un message clair aux ravisseurs et leurs éventuels complices qui seraient présents dans la foule. Si vous avez une idée là où ces enfants se trouvent, mesdames et messieurs, faites tout pour nous donner ces informations. Mais on ne va pas arriver là. Il faut que les ravisseurs eux-mêmes libèrent ces enfants. C'est ça mon message cet après-midi. C'est ça qui m'a amené ici cet après-midi. Dire à ces gens de libérer ces enfants, ça fait tellement mal. Il faut libérer ces enfants. Ça fait tellement mal. Sous sa casquette de parent, l'autorité administrative appelle les ravisseurs à une prise de conscience. Il est plus facile pour nous de laisser le Saint-Esprit toucher vos cœurs pendant cette période particulière et de demander pardon à Dieu que de rester éternellement en fuite avec à vous tous les forces de maintien de l'ordre. Et à tous les habitants de Tungan 4, Awa Fonka Augustine demande collaboration avec les forces de maintien de l'ordre pour retrouver les fillettes kidnappées. J'invite par conséquent chacun de vous à regarder autour de soi, de scruter son environnement, afin de dénoncer les malfrats et les délinquants qui se cachent dans nos maisons et face auquel notre silence fait de nous des complices. Je vous demande donc de rompre ce silence et de retrouver ces filles à tout prix. En rappel, Hugo Kamdem Morgan, 13 ans, et Gagne Kamdem Ornel, 15 ans, ont été enlevés le 8 février dernier à 22 h au domicile familial. Inconsolable, le couple Kamdem est sans nouvelles de ses enfants depuis 2 semaines. Quittant les lieux, le gouverneur Awa Fonka Augustine a promis de tout mettre en œuvre pour ramener Morgan et Ornel à la maison. Une autre famille est dans le désarroi après que leur enfant ait reçu une injection d'une substance douteuse administrée lors d'une agression perpétrée à leur domicile familial situé à Yaoundé, dans la région du centre. La victime doit subir une opération à haut risque pour retrouver la santé. Son père, complètement abattu, est président d'une association des opérateurs du secteur informel. Il révèle qu'il est la cible d'une cabale depuis plusieurs mois. Joël Essengé et Marcelin Gansap. C'est un Yunga Moussa, à la fois consterné, dépité et horrifié, que nous retrouvons au chevet de son fils, à l'hôpital général de Yaoundé. Abel Arsonier, âgé de 21 ans, revient de loin après l'injection au pétrole dont il a été victime samedi dernier au domicile de ses parents, derrière le lycée bilingue de Sos. Samedi matin, à 5h30, je suis parti au champ à ma femme. Il y a deux gros bourreaux qui sont venus chez moi, costumés, armés. Ils sont venus chez champ et ils m'ont pas trouvé. Et ma femme, ils ont demandé à l'enfant où papa garde les documents. L'enfant a dit il ne sait pas là où papa garde les documents, mais voilà quelques documents qui sont au salon. Et ils ont dilué le pétrole avec un produit que nous ne connaissons pas. Ils ont injecté l'enfant. Ils ont demandé à l'enfant, s'il crie, on va l'assassiner. L'enfant était obligé de tempérer et ils ont fait l'action. Ça fait donc ils ont injecté l'enfant. Après ils ont demandé à l'enfant de ne pas bouger. Parce que si l'enfant bouge, le pétrole va aller au niveau du cœur et il va mourir. Au 5e jour de son hospitalisation, le jeune Abel va mal et c'est à peine s'il peut glisser quelques mots, terrorisé par des douleurs atroces à divers endroits de son corps. À l'heure actuelle, la situation n'est pas toujours bonne. Le corps
c'est-à-dire les bras, là on a jeté en train de gonfler et on va l'opérer. Et le cœur même, parce que même le cœur même et le ventre, ça ne donne pas toujours depuis samedi. Tous les jours on achète les produits, tous les jours on achète les produits. Bon, nous attendons ce que Dieu pourra réserver. Yimga Moussa dit être victime du combat qu'il mène pour l'amélioration des conditions de vie des acteurs du secteur informel. Pour que ces acteurs trouvent une stabilité, qu'ils soient recasés et que la RNP soit remboursée. Il y a 12 000 Camerounais qui ont été victimes, à plus de 4 milliards de francs, et que le chef d'État a deux instructions. Je sais pourquoi les gens ne veulent pas mettre en application ces instructions. Je pense que c'est tout ça qui continue. Et les deux hangars qui ont été conçus à Moukoura, plus d'1,5 milliard, chose impossible. C'est tous ces réseaux qui sont derrière ce problème. Parce que j'étais avisé, comme les injections m'ont dit, comme je suis souvent malade, ils vont m'injecter, soit ils vont faire ça sur mes enfants. Avant son fils, c'est Yimga Moussa lui-même qui a passé récemment des moments difficiles, après plus d'1 mois de détention à la prison principale de Yaoundé. Son crime était d'avoir fait un sitting à l'entrée de la primature pour revendiquer le remboursement de l'argent des acteurs du secteur informel, détourné dans le cadre du projet PID. Dans le reste de l'actualité, une feuille de route vient d'être définie entre le ministère de l'économie et le secteur privé au bout de 2 jours de dialogue engagé au JICAM. L'année économique 2018 désormais lancée à la suite de ces concertations entre le secteur public et le secteur privé. Objectif, assainir le climat des affaires, également définir la politique d'accompagnement des champions nationaux, mais aussi répondre au préalable du secteur privé en vue de pouvoir améliorer la sécurité juridique des investissements et garantir des réformes pouvant permettre aux entreprises camerounaises d'exporter des produits locaux et compétitifs sur les marchés internationaux. Je vous propose à présent d'écouter le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, Luc-Paul Motazé. Compte rendu presque général. Ce que nous sommes venus faire, je crois que cela a été obtenu. Nous sommes venus rencontrer le secteur privé parce que le secteur privé est celui qui crée les richesses. Il faut vraiment se le rappeler. Et il faut rappeler également qu'en décembre 2016, lorsque les chefs d'État de la CEMAC se sont réunis à Yaoundé sur invitation du président Biya du Cameroun, l'une des résolutions de leur rencontre, l'une des résolutions, il y en a eu 21, l'une des résolutions parlait justement du rôle du secteur privé, que le secteur privé devrait jouer un rôle important. Vous comprenez pourquoi, depuis hier déjà, nous avons rencontré tout le secteur privé, toutes les organisations patronales, et aujourd'hui nous sommes à la Chambre de commerce. C'est toujours dans le même ordre d'idée. Voir ce que le secteur privé peut faire pour nous accompagner dans ce travail de reconquête d'un taux de croissance important, et surtout les appuis que nous pouvons apporter. Parce que, je le dis toujours, l'État a une action volontariste. Il ne s'agit pas seulement de dire vous pouvez faire, mais il faut également regarder du côté des pouvoirs publics. Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire en matière d'amélioration du climat des affaires? Le Premier ministre sera à Douala bientôt, comme d'habitude, en tant que président du Cameroun Business Forum, mais également dans d'autres incitations et dans d'autres appuis. Et au niveau de la Chambre de commerce aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à 3 domaines importants. D'abord, la transformation du cuir, et aussi la transformation du manioc. Vous venez de suivre le ministre de l'économie sur le plan d'action qui a été conclu entre le secteur public et le secteur privé. C'est l'une des causes du grave déficit de la balance commerciale au Cameroun, l'importation du poisson pour répondre à une demande sans cesse croissante. Eh bien, depuis quelques semaines, le poisson se fait rare dans les marchés. Du coup, les prix s'envolent, les ménagères sont en colère, les commerçants peinent à expliquer la situation. Nos reporters ont tenté de faire le marché ce jour dans les artères de la ville de Douala, Mitterrandam et Julingué, Nyondé. Voici le constat. Dans ce... Je dis que le maquereau est cher. Nous on vient ici, on paye le maquereau. Tantôt 23 000, tantôt 24 000. Et quand tu donnes même... Et quand tu donnes même les 30 000, on t'exige de devant.
1000 francs. Le choco avant qu'ils partent chercher le poisson. Et on ne s'en sort même pas. Nous, les vieilles mères comme ça, là, on va faire comment? Marché central de Douala. Les femmes sont en colère. Elles se plaignent de la rareté du poisson maquereau. Vous exagérez, c'est quoi? On paye le maquereau, on donne encore l'argent pour et on même pas, on ne s'en sort pas. Quand tu ne donnes pas, on donne la main qu'on donne l'argent avant qu'on paye ça. Commerçantes spécialisées dans la braise pour la plupart, ces femmes affirment que cette pénurie a un impact considérable sur leur activité. La situation dure depuis des semaines et certaines d'entre elles affirment être désormais obligées de dépenser double ou tout simplement aller chercher un autre poisson à la portée de leur bourse. Depuis le mois de novembre que nous souffrons pour les maquereaux. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de manque de poissons, il n'y a pas le maquereau. C'est le maquereau qui est sollicité à la braise. Et ça qui nous rapporte beaucoup. Dans tout le marché, les poissons sont un peu... Tout est cher, quoi. Même les carpes, les bas, maintenant le poisson frais, c'est cher, tout est cher, puisqu'il y a un manque de maquereau. Plus c'est avec le maquereau que les m'en sortaient. C'est le seul poisson qui lance les femmes dans la braise. Le poisson qu'on m'allait pratiquement à 800, aujourd'hui on nous vend peut-être à 9350. Ça fait qu'il faut beaucoup d'argent pour avoir moins de marchandises. Et le client au quartier ne peut pas comprendre ça. Donc du coup nous souffrons. Aucune raison justifiant cette carence observée du poisson maquereau dans la plupart des espaces marchands de la ville de Douala n'a été évoquée jusqu'ici. Pour l'heure, les ménagères se remuent les pouces et les commerçantes, quant à elles, continuent de lancer leur cri de désespoir. Il faut qu'on envoie le maquereau pardon. Il faut qu'on envoie le maquereau. Nous souffrons trop. Nous, on souffre beaucoup. C'est ça qu'on vit avec. Pardon. Et ces ménagères ne sont pas les seules à se plaindre. Des petits producteurs d'huile de palme sont également aux abois malgré l'énorme potentiel agricole du Cameroun. Vous le savez peut-être, le Cameroun importe une importante quantité d'huile de palme pour répondre à une demande sans cesse croissante sur le marché intérieur. Cela démontre une fois de plus l'inefficacité des techniques de production agricole et l'insuffisance de l'accompagnement des petits producteurs dans les zones rurales. Évocation dans ce reportage de Warren Zede et Gladys Sidier. Le Cameroun connaît une baisse drastique de la production de l'huile de palme due à plusieurs facteurs. Si les raisons climatiques sont mises en avant, il reste que les moyens de production, tout comme l'accessibilité des terres par les communautés et les petits producteurs, demeurent un frein à l'essor de la filière. La filière palmier à huile au Cameroun, c'est environ 300 000 tonnes d'huile de palme brute par an. C'est 70 000 hectares de plantations industrielles, c'est-à-dire des agro-industries. C'est à peu près 100 000 hectares de plantations villageoises, c'est-à-dire les plantations des privés. Mais il faut aussi dire que les 70 000 hectares de plantations industrielles produisent à peu près 180 000 tonnes, alors que les plantations villageoises qui ont 100 000 hectares produisent environ 90 000 tonnes. Donc la production nationale d'huile de palme brute doit augmenter pour nous permettre d'avoir des parts de marché sur le marché sous-régional et même au-delà du marché sous-régional. Pour répondre à la forte demande en huile de palme sur le marché camerounais, le gouvernement tente tant bien que mal de trouver des voies et moyens avec l'appui des organismes internationaux pour améliorer la productivité de l'huile de palme. Il y a toujours une forte demande en huile de palme, non seulement pour la consommation humaine, mais également pour certaines industries de la savonnerie. Comment faire pour maintenir les surfaces cultivées, mais augmenter la productivité en y insérant d'autres techniques culturelles, des engrais et autres méthodes culturelles. Les petits producteurs ne sont pas négligés et qui contribuent également, n'est-ce pas, à accroître la production de l'huile de palme. Le gouvernement devrait davantage revoir le management des plantations privées et des communautés locales afin d'améliorer le rendement de la production villageoise. La culture du palmier nécessite de grands espaces de terre et lorsque le gouvernement cède des terres, généralement ce sont des terres sur lesquelles les populations tirent leurs moyens de subsistance. Et lorsque on cède ces terres-là, on ne prend pas des mesures pour pouvoir soit les recaser quelque part ou alors soit
leur fournir d'autres terres. Donc, ce qui fait que parfois ces communautés locales se retrouvent sans terre. Il y a également un problème d'appui, d'accompagnement même du gouvernement auprès de ces communautés locales. Parce qu'il y a des paysans qui également font dans du palmier à huile, mais que le gouvernement n'accompagne pas en termes de fourniture d'intrants, en termes d'accès au crédit. Le palmier à huile nécessite beaucoup d'espace, avec des conditions climatiques appropriées et également notamment les besoins en ressources d'eau et de bois. Et non seulement ça, le gouvernement doit prendre des mesures pour protéger les droits des communautés. Mener une réflexion plus poussée sur les aspects importants de la filière palmier à huile, ainsi que la collecte des informations additionnelles afin de finaliser la stratégie de développement durable de la filière palmier à huile au Cameroun. Tel est l'objectif de l'atelier de concertation des parties prenantes de la filière palmier à huile au Cameroun. Un atelier ouvert le 21 février et qui prend fin le 23 dans la ville de Douala. Les petits producteurs agricoles sont confrontés à l'enclavement des bassins de production au Cameroun. Les travaux d'entretien et d'aménagement routier se déroulent à un rythme insatisfaisant pour ces populations qui souhaitent écouler facilement le produit agricole des centres de production vers les principales villes du pays. Le ministre des Travaux publics a réuni des entreprises, des bâtiments et travaux publics pour évaluer les performances sur certains chantiers. Il en ressort de nombreux dysfonctionnements. Reportage Guizogo. La revue des chantiers routiers en cours au Cameroun est un exercice titanesque auquel s'attaque pourtant résolument le ministère des Travaux publics. Dans la pratique, les difficultés ne manquent pas, à l'image de la réhabilitation de la route Marwa-Mora, longue de 61 km. La ville est bombée de réseaux de concessionnaires. Il fallait d'abord pouvoir les dégager, mais comme on n'a pas pu les déplacer tous ces réseaux, nous avons démarré les travaux pour dégager cela au village Marwa. À cet écueil s'ajoutent les questions de sécurité. Il y avait certains dispositifs de sécurité a été mis en place, mais qui n'est pas de manière ostentatoire, ce qui fait qu'on attend le renforcement de la sécurité. Mais l'entreprise indique que le chantier a néanmoins avancé de 15%. Autre cas pratique, le tronçon Nding-Mbamba sur l'axe routier Nangaïboko-Bertois, qui a aussi son lot de problèmes. Le projet de Eboloa Barmayou, dans le temps, on vient de démarrer. Le projet va avancer normalement. Les études sont terminées et nous sommes en phase de démarrage. Nous sommes bien mobilisés. C'est au total 41 projets routiers en cours que le ministre des Travaux publics a évalué dans un véritable parcours du combattant. Il en conclut qu'au-delà des nombreuses difficultés relevées, globalement, les chantiers routiers avancent. Un optimisme qui n'est pas toujours partagé sur le terrain par les usagers de la route, dont la grogne s'est multipliée ces dernières années. Parlons à présent des chercheurs camerounais qui exposent le savoir-faire à l'esplanade de l'hôtel de ville à Yaoundé à l'occasion de la 6e édition des journées d'excellence de la recherche et de l'innovation. Malgré leur talent et la pertinence de leur invention, ils souffrent de l'insuffisance de l'accompagnement des pouvoirs publics. C'est le constat que font Élisée Bogba et Ike Cyril dans ce reportage. La coupure du ruban symbolique pour marquer l'ouverture des journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Pour cette 6e édition, l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé reçoit des chercheurs qui présentent leur savoir-faire, à l'exemple de ce moulin à maïs à calibre. Pensons par exemple aux découvertes des réservoirs. Ça, c'est un échantillon pour démontrer cette technologie que j'ai inventée, qui consiste à pouvoir régler la sortie de tout ce qu'on écrase à la granulométrie voulue. La même machine, on peut même l'appliquer pour écraser les pierres. Il suffit seulement que le matériau utilisé soit conséquent. On peut aussi écraser les pierres et calibrer. En fonction de la manière dont il est réglé, le moulin fait ressortir des graines de maïs moins fines, plus fines ou simplement concassées. Il y a le moulin à maïs à calibre. Il y a aussi une piste d'atterrissage mobile d'urgence.
son rôle, éviter les catastrophes aériennes en venant en aide aux avions qui éprouvent des difficultés au moment de l'atterrissage. Il y a une piste normale, comme une piste des aéroports, d'environ 3000 mètres, et mettant la plateforme qui est montée dessus et qui marche sur rail. Et la piste mobile, elle-même, comporte un module qui la permet de ralentir la vitesse de l'avion qu'elle porte et se mobiliser en fin de piste comme si c'était l'avion elle-même. Les chercheurs camerounais font étalage de leur génie, ce d'autant que les fruits de la recherche constituent des outils à même de booster le développement socio-économique du Cameroun. Est-ce qu'il faut faire la science pour la science? Non, l'économie du savoir dit qu'il faut faire la science pour l'utilité, pour ce qui est utile, pour ce qui peut apporter une contribution substantielle au développement, à la satisfaction d'un besoin. Il est donc question d'éviter de chercher pour chercher, mais de chercher pour résoudre les problèmes de la société. Mission difficile. Aux plantes des chercheurs camerounais qui dénoncent l'indifférence des pouvoirs publics, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation annonce la création d'un fonds de recherche et de l'innovation. Le professeur Madeleine Tchouenté précise que c'est une initiative du chef de l'État qui souhaite encourager davantage la recherche pour qu'elle contribue au développement et à l'émergence du Cameroun. Je vous propose d'écouter le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Plusieurs décisions fortes. Plusieurs fois, le président de la République ces dernières années, en vue du développement de ce sous-secteur, milite en faveur de l'émergence d'une recherche scientifique forte, actualisée et à même de concurrencer avec ses pairs dans le monde. À titre d'exemple, je vais citer. La décision relative à la mise en place d'un Fonds national de développement de la recherche, fonds régi et du comité d'acceptation spéciale et afférent. Une étude de faisabilité a été conduite à la vigilance du gouvernement en partenariat avec la coopération française et conforte la nécessité du fonds pour l'accompagnement de nombreux résultats de la recherche vers le marché et la création de recherche et des emplois. Parlons à présent de culture. Une ambassadrice de la beauté camerounaise reçoit les clés de la ville de Douala, élue première dauphine du concours Miss Union africaine 2018. Daniel Chege Wabo a été élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Douala. Elle a reçu les clés des mains du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Le docteur Fritz Ntonentone a tenu à encourager, bien sûr, cette ambassadrice de la beauté qui s'est illustrée par des initiatives visant à faire rayonner la ville de Douala et à œuvrer pour l'insertion économique des jeunes Camerounais. Parlons à présent d'une artiste très attendue sur la scène du festival Fomaric vendredi prochain. Caresse Fotso est déjà à Douala. Nos reporters ne l'ont pas manqué dès son arrivée à l'aéroport international de Douala. Avec sa voix suave et son répertoire musical très riche, elle compte enflammer la scène musicale du festival Fomaric qui se déroule depuis plusieurs jours à Douala. Reportage. Une voix, une caresse, juste pour vous, au festival Fomaric. À l'occasion de ses 25 ans, l'artiste Caresse Fotso offrira un spectacle à couper le souffle aux différents festivaliers. Arrivée mardi soir par l'aéroport international de Douala, elle remercie les organisateurs pour le choix porté sur elle et promet d'enflammer la scène du festival Fomaric vendredi 23 février 2018. Ça fait 25 ans. J'étais qu'une gamine lorsque j'entendais parler de Fomaric et aujourd'hui je suis très contente que le père Coty, qui est notre patriarche, un artiste pour qui j'ai de l'admiration, m'invite. Pour moi, c'est une reconnaissance d'un père. Alors quand une fille a la reconnaissance de son père, c'est une joie, quoi. Je suis vraiment contente d'être là et c'est un honneur en plus. Ce sera un grand show. J'ai déployé tout mon orchestre, tous les musiciens, tous les danseurs, tous les choristes. Je veux dire, c'est le concert de Caresse Fotso au complet, le big band. Je crois que
La scène de Camtel doit être prête parce que, apprêtez les pompiers, mettez-les à l'extérieur. Parce que moi, quand je suis sur la scène, ça prend feu. Reconnue comme une bête de scène à la voix envoûtante, elle partagera ses textes libres et engagés avec le public de Douala. Un spectacle ici confirmé par le comité d'organisation. Nous avons annoncé, nous l'attendions, je pense qu'elle est là, Caresse, et nous sommes venus lui réserver l'accueil qui lui mérite. Donc, le président Coty François est très honoré d'avoir invité Caresse et qui est son invité d'honneur, au même titre que Charlotte Dipanda, que nous viendrons accueillir ici dans quelques jours. Elle vous l'a dit elle-même, Caresse Fotso sur scène. Nous allons certainement apprêter les pompiers et je pense que nous sommes contents de l'accueillir. Bienvenue au pays. Rendez-vous simplement le 23 février à partir de 20h au Club Camtel de Bépanda pour un show explosif. Caresse Fotso, c'est plusieurs albums à son actif avec des titres phares tels que Messa, Parler française, L'Homme-Dieu, Mayolé. Et pour les festivaliers qui feront le déplacement pour le Club Camtel vendredi prochain, voici un avant-goût. Gayambeya L'Homme-Dieu, Baba. Gayambeya L'Homme-Dieu, 25 ans, Fomaric, c'est trop bon. 25 ans, Fomaric, je suis là. Les 25 ans du Fomaric, le 23 février, je chante au Camtel. Club Camtel, je serai là le 23. Vendredi 23 février, la belle Caresse Fotso. Festival Fomaric 2018. Célébrons ensemble. Parlons à présent de cet Institut des techniques administratives et commerciales, INTAC, qui récompense son personnel pour l'excellence dans le travail. Le préfet du Vouri leur a décerné des médailles au cours d'une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée au siège de cet institut d'enseignement privé, Institut supérieur d'enseignement privé. Reportage. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous décernons la médaille d'honneur du travail en argent. Des métaux précieux épinglés sur 62 poitrines par le préfet du département du Vouri qu'accompagne le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e. La cérémonie de remise des médailles d'honneur du travail, riche en sons et couleurs, place au devant de la scène le personnel enseignant et administratif du prestigieux Institut des techniques administratives et commerciales, INTAC. La première vague, constituée des agents ayant effectué 10 ans de service, reçoit la médaille d'argent. Vient ensuite la médaille de vermeil pour les agents qui comptent 15 années de service et enfin la médaille d'or pour les agents ayant effectué 25 ans de service. Le personnel de l'Institut des techniques administratives et commerciales qui bénéficie ainsi de la reconnaissance de la patrie se souvient de la démarche entreprise pour en arriver là. Depuis 2016 que nous avons initié ce projet, nous au départ on n'avait jamais imaginé qu'on pouvait arriver à ce niveau. 2 ans après, nous voici avec les médailles et je ne peux être que comblé. L'émotion des récipiendaires rejoint naturellement la joie des familles, collègues, élèves, amis et connaissances venus prendre part à la cérémonie. C'est depuis 17 ans que je œuvre dans cet établissement. J'ai commencé comme enseignante. Aujourd'hui, je suis la secrétaire particulière du fondateur. Ma joie est vraiment débordante. Je ne saurais même l'exprimer en fait, parce que c'est un grand signe de reconnaissance. Nous avons commencé la construction de l'école, de collège ici. Et je suis l'une des pierres angulaires de ce collège ici depuis Martin Luther King jusqu'à aujourd'hui, en 1996 où on a créé ce collège ici. Nous avons fait 20 ans d'enseignement. Et le conseil que je vais dire aux autres qui rêvent d'avoir ce qu'on a eu, c'est d'être persévérant. L'Institut des techniques administratives et commerciales, c'est aussi son fondateur, Gaspard Fotso, qui a placé le travail et la promotion de l'éducation au centre de ses préoccupations. C'est une course de longue haleine. Au jour le jour,
je leur rappelle que nous avons des comptes à rendre à notre conscience, des comptes à rendre à la nation, des comptes à rendre aux parents d'élèves. Le courrier interne est un lieu de travail. Autant que possible, nous cherchons à ce que les gens fassent ce qu'ils doivent faire au moment où il faut le faire. Il faut croire à ce qu'on fait à l'école. Il faut croire au savoir. Et le savoir s'apprend. L'Institut des techniques administratives et commerciales, qui a le sens de l'accueil des hôtes de marque, a su dire au revoir au préfet du Vouri, dont la présence est venue magnifier le partenariat public-privé en matière d'éducation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. On ne prend pas des mesures pour pouvoir soit les recaser quelque part ou alors soit leur fournir d'autres terres. Donc ce qui fait que parfois ces communautés locales se retrouvent sans terre. Il y a également un problème d'appui, d'accompagnement même du gouvernement auprès de ces communautés locales. Parce qu'il y a des paysans qui également font dans du palmier à huile, mais que le gouvernement n'accompagne pas en termes de fourniture d'intrants, en termes d'accès au crédit. Le palmier, il nécessite beaucoup d'espace avec des conditions climatiques appropriées et également notamment les besoins en ressources d'eau et de bois. Et non seulement ça, le gouvernement doit donc prendre des mesures pour protéger les droits des communautés. Mener une réflexion plus poussée sur les aspects importants de la filière palmier à huile, ainsi que la collecte des informations additionnelles afin de finaliser la stratégie de développement durable de la filière palmier à huile au Cameroun. Tel est l'objectif de l'atelier de concertation des parties prenantes de la filière palmier à huile au Cameroun. Un atelier ouvert le 21 février et qui prend fin le 23 dans la ville de Douala. Les petits producteurs agricoles sont confrontés à l'enclavement des bassins de production au Cameroun. Les travaux d'entretien et d'aménagement routier se déroulent à un rythme insatisfaisant pour ces populations qui souhaitent écouler facilement le produit agricole des centres de production vers les principales villes du pays. Le ministre des Travaux publics a réuni des entreprises, des bâtiments et travaux publics pour évaluer les performances sur certains chantiers. Il en ressort de nombreux dysfonctionnements. Reportage Guizogo. La revue des chantiers routiers en cours au Cameroun est un exercice titanesque auquel s'attaque pourtant résolument le ministère des Travaux publics. Dans la pratique, les difficultés ne manquent pas, à l'image de la réhabilitation de la route Maroua-Mora, longue de 61 km. La ville est bordée de réseaux de concessionnaires. Il fallait d'abord pouvoir les dégager. Mais comme on n'a pas pu les déplacer tous ces réseaux, nous avons démarré les travaux pour Pécassis au village Maroua. À cet écueil s'ajoutent les questions de sécurité. Il y avait certains dispositifs de sécurité a été mis en place, mais qui n'est pas de manière ostentatoire, ce qui fait qu'on attend le renforcement de la sécurité. Mais l'entreprise indique que le chantier a néanmoins avancé de 15%. Autre cas pratique, le tronçon Nding-Mbamba sur l'axe routier Nangaïboko-Bertois, qui a aussi son lot de problèmes. Le projet de Eboloa Mbamayo, dans le terre, on vient de démarrer. Le projet va avancer normalement. Les études sont terminées et nous sommes en phase de démarrage. Nous sommes bien mobilisés. C'est au total 41 projets routiers en cours que le ministre des Travaux publics a évalué dans un véritable parcours du combattant. Il en conclut qu'au-delà des nombreuses difficultés relevées, globalement, les chantiers routiers avancent. Un optimisme qui n'est pas toujours partagé sur le terrain par les usagers de la route, dont la grogne s'est multipliée ces dernières années. Parlons à présent des chercheurs camerounais qui exposent le savoir-faire à l'esplanade de l'hôtel de ville à Yaoundé à l'occasion de la 6e édition des journées d'excellence de la recherche et de l'innovation. Malgré leur talent et la pertinence de leur invention, ils souffrent de l'insuffisance de l'accompagnement des pouvoirs publics. C'est le constat que font Élisée Bogba et Ike Cyril dans ce reportage. La coupure du ruban symbolique
pour marquer l'ouverture des journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Pour cette 6e édition, l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé reçoit des chercheurs qui présentent leur savoir-faire, à l'exemple de ce moulin à maïs à Calibre. Pensons par exemple aux découvertes des réservoirs. Ça, c'est un échantillon pour démontrer cette technologie que j'ai inventée, qui consiste à pouvoir régler la sortie de tout ce qu'on écrase à la granulométrie voulue. La même machine, on peut même l'appliquer pour écraser les pierres. Il suffit seulement que le matériau utilisé soit conséquent. On peut aussi écraser les pierres et calibrer. En fonction de la manière dont il est réglé, le moulin fait ressortir des graines de maïs moins fines, plus fines ou simplement concassées. Il y a le moulin à maïs à calibre. Il y a aussi une... Et quand tu donnes les 30 000, on t'exige de devoir 1000 francs. Le chopper avant qu'il parte chercher le poisson. Et là, on ne s'en sort même pas. Nous, les vieilles mères comme ça, là, on va faire comment? Marché central de Douala. Les femmes sont en colère. Elles se plaignent de la rareté du poisson maquereau. Vous êtes sanctionnés, c'est quoi? On paye le maquereau, on donne encore l'argent pour même pas, on ne s'en sort pas. Quand tu ne donnes pas, on donne la main qu'on donne l'argent avant qu'on paye ça. Commerçantes spécialisées dans la braise pour la plupart, ces femmes affirment que cette pénurie a un impact considérable sur leur activité. La situation dure depuis des semaines et certaines d'entre elles affirment être désormais obligées de dépenser double ou tout simplement aller chercher un autre poisson à la portée de leur bourse. Depuis le mois de novembre que nous souffrons pour les maquereaux. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de manque de poissons, tellement qu'il n'y a pas le maquereau. C'est le maquereau qui est sollicité à la braise. Et ça qui nous rapporte beaucoup. Dans tout le marché, les poissons sont un peu... Tout est cher, quoi. Même les carpes, les bas, même le poisson frais, c'est cher, tout est cher, puisqu'il y a un manque de maquereau. Plus c'est avec le maquereau que les m'en sortaient. C'est le seul poisson qui lance les femmes dans la braise. Le poisson qu'on m'enlève pratiquement à 800, aujourd'hui on nous vend peut-être à 9350. Ça fait qu'il faut beaucoup d'argent pour avoir moins de marchandises. Et le client au quartier va comprendre ça. Donc du coup nous souffrons. Aucune raison justifiant cette carence observée du poisson maquereau dans la plupart des espaces marchands de la ville de Douala n'a été évoquée jusqu'ici. Pour l'heure, les ménagères se remuent les pouces et les commerçantes, quant à elles, continuent de lancer leur cri de désespoir. Il faut qu'on envoie le maquereau, pardon. Il faut qu'on envoie le maquereau. Nous souffrons trop. Nous, on souffre beaucoup. C'est ça qu'on vit avec. Pardon. Et ces ménagères ne sont pas les seules à se plaindre. Des petits producteurs d'huile de palme sont également aux abois malgré l'énorme potentiel agricole du Cameroun. Vous le savez peut-être, le Cameroun importe une importante quantité d'huile de palme pour répondre à une demande sans cesse croissante sur le marché intérieur. Cela démontre une fois de plus l'inefficacité des techniques de production agricole et l'insuffisance de l'accompagnement des petits producteurs dans les zones rurales. Évocation dans ce reportage de Warren Zede et Gladys Sidier. Le Cameroun connaît une baisse drastique de la production de l'huile de palme due à plusieurs facteurs. Si les raisons climatiques sont mises en avant, il reste que les moyens de production, tout comme l'accessibilité des terres par les communautés et les petits producteurs, demeurent un frein à l'essor de la filière. La filière palmier à huile au Cameroun, c'est environ 300 000 tonnes d'huile de palme brute par an. C'est 70 000 hectares de plantations industrielles, c'est-à-dire des agro-industries. C'est à peu près 100 000 hectares de plantations villageoises, c'est-à-dire les plantations des privés. Mais il faut aussi dire que les 70 000 hectares de plantations industrielles produisent à peu près 180 000 tonnes, alors que les plantations villageoises qui ont 100 000 hectares produisent environ 90 000 tonnes. Donc la production nationale d'huile de palme brute doit augmenter pour nous permettre d'avoir des parts de marché
sur le marché sous-régional et même au-delà du marché sous-régional. Pour répondre à la forte demande en huile de palme sur le marché camerounais, le gouvernement tente tant bien que mal de trouver des voies et moyens avec l'appui des organismes internationaux pour améliorer la productivité de l'huile de palme. Il y a toujours une forte demande en huile de palme, non seulement pour la consommation humaine, mais également pour certaines industries de la savonnerie. Comment faire pour maintenir les surfaces cultivées, mais augmenter la productivité en y insérant d'autres techniques culturelles, des engrais et autres méthodes culturelles. Des petits producteurs qui ne sont pas négligés et qui contribuent également, n'est-ce pas, à accroître la production de l'huile de palme. Le gouvernement devrait davantage revoir le management des plantations privées et des communautés locales afin d'améliorer le rendement de la production villageoise. La culture du palmier nécessite de grands espaces de terre et lorsque le gouvernement cède des terres, généralement ce sont des terres sur lesquelles les populations tirent leurs moyens de subsistance. Et lorsque on cède ces terres-là, Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la menace des sécessionnistes contraint le SDF à changer le lieu où doit se tenir son congrès ordinaire à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, après avoir marqué son accord pour accueillir cette convention nationale du principal parti de l'opposition, la Presbyterian Church, s'est désistée à la dernière minute, redoutant des risques élevés de représailles et d'insécurité dans le chaudron de la crise anglophone. Pourquoi ces congrès ordinaires et extraordinaires du SDF cristallisent tant l'attention de la classe politique et de l'opinion nationale? Élément de réponse à suivre en ouverture de ce journal. Cela fait déjà 2 semaines que 2 adolescentes ont été enlevées lors d'un braquage survenu dans leur domicile familial situé à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Les recherches menées jusqu'ici n'ont rien donné. Dans ce journal, la famille choquée lance un cri de détresse. Malgré leur talent et la pertinence de leurs innovations, des chercheurs camerounais broient du noir. Ils dénoncent l'insuffisance de l'accompagnement des pouvoirs publics à l'occasion des journées de l'innovation et la recherche scientifique. Vous les écouterez dans ce journal et vous pourrez découvrir également leur savoir-faire, les innovations qui peuvent améliorer le quotidien des Camerounais. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La menace des sécessionnistes contraint le SDF à changer le lieu où doit se tenir son congrès ordinaire et son congrès extraordinaire, prévu à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. À 24 heures de l'événement, la Presbyterian Church vient de désister à la dernière minute, redoutant des risques élevés d'insécurité, des représailles. Pourtant, cette église presbytérienne avait donné son accord pour accueillir la convention nationale du SDF, et selon le ministre du shadow cabinet du SDF, un ministre chargé de l'information, ce congrès doit se tenir et s'ouvre dès demain au Palais des Congrès à Bamenda, selon la dernière information qui nous parvient du SDF. Une convention nationale qui cristallise l'attention de la classe politique et de l'opinion nationale. L'enjeu lié au renouvellement des organes dirigeants du SDF, des probables réformes des statuts, mais aussi l'investiture du candidat SDF à la présidentielle. Ces enjeux pourraient marquer un tournant décisif en cette année électorale. Explication avec Guy Zogo. Si le Social Democratic Front SDF compte déjà quelques dates emblématiques dans son histoire, à l'instar du 26 mai 1990, jour de son lancement, ou encore le 11 octobre 1992, premier scrutin présidentiel de l'ère multipartiste au Cameroun qui fit vaciller Paul Biya, il lui faudra certainement désormais ajouter le 22 février 2018 dans ses repères chronologiques. En effet, la convention nationale du premier parti de l'opposition camerounaise, qui se tient à cette date, marque certainement un curseur majeur pour celui-ci.
Pour la première fois, sur ses propres terres, dans son fief historique qui lui a toujours été acquis, le SDF doit jouer sa survie en pleine crise anglophone, dont l'un des marqueurs aujourd'hui est la tentation de quelques-uns à appeler à la sécession. Il va sans dire que c'est l'existence du SDF en tant que parti national qui est ainsi mise dans la balance. Face à cette épreuve, le SDF se retrouve devant ces moments qui déterminent la capacité des partis politiques à domestiquer les grands enjeux de leur existence qui fondent leur mue et les inscrivent définitivement comme des formations politiques majeures. Si l'on peut se poser la question de savoir si le SDF en est à la hauteur, on peut tout de même créditer ce parti de disposer déjà d'une expérience de gestion des affaires en mesure de lui permettre de faire face à des vrais débats de fond. La seule hypothèque qui pourrait peser sur cette issue positive peut venir des prétentions des uns et des autres à concourir à l'élection présidentielle de cette année. Mais, une fois de plus, leur sort à ce scrutin dépend de la santé du SDF au plan national. Autant dire que le Social Democratic Front n'a pas d'autre choix que celui de la cohérence. Depuis 2 semaines, une famille est sans nouvelles de leurs 2 filles adolescentes âgées en moyenne de 14 ans. Elles ont été enlevées lors d'un braquage survenu dans leur domicile familial situé à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Les recherches menées jusqu'ici n'ont rien donné. La famille choquée a reçu le soutien du gouverneur de la région de l'Ouest. Awa Fonka Augustine a sommé les ravisseurs de libérer ces mineurs innocentes. Le récit des faits avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Une descente, pas comme toutes les autres. Awa Fonka Augustine, le gouverneur de la région de l'Ouest et tout son état-major, aux côtés de la famille Kamdem, pour lui apporter soutien et le confort après l'enlèvement de 2 de ses enfants au quartier Tungan 4 de Bafoussam. Réunis à la chefferie du coin, Awa Fonka Augustine adresse un message clair aux ravisseurs et leurs éventuels complices qui seraient présents dans la foule. Si vous avez une idée là où ces enfants se trouvent, mesdames et messieurs, faites tout pour nous donner ces informations. Mais on ne va pas arriver là. Il faut que les ravisseurs eux-mêmes libèrent ces enfants. C'est ça mon message cet après-midi. C'est ça qui m'a amené ici cet après-midi. Dire à ces gens de libérer ces enfants, ça fait tellement mal. Il faut libérer ces enfants. Ça fait tellement mal. Sous sa casquette de parent, l'autorité administrative appelle les ravisseurs à une prise de conscience. Il est plus facile pour nous de laisser le Saint-Esprit toucher vos cœurs pendant cette période particulière et de demander pardon à Dieu que de rester éternellement en fuite avec à votre tous les forces de maintien de l'ordre. Et à tous les habitants de Tungan 4, Awa Fonka Augustine demande collaboration avec les forces de maintien de l'ordre pour retrouver les fillettes kidnappées. J'invite par conséquent chacun de vous à regarder autour de soi, de scruter son environnement, afin de dénoncer les malfrats et les délinquants qui se cachent dans nos maisons et face auquel notre silence fait de nous des complices. Je vous demande donc de rompre ce silence et de retrouver ces filles à tout prix. En rappel, Hugo Kamdem Morgan, 13 ans, et Gagne Kamdem Ornel, 15 ans, ont été enlevés le 8 février dernier à 22 h au domicile familial. Inconsolable, le couple Kamdem est sans nouvelles de ses enfants depuis 2 semaines. Quittant les lieux, le gouverneur Awa Fonka Augustine a promis de tout mettre en œuvre pour ramener Morgan et Ornel à la maison. Une autre famille est dans le désarroi après que leur enfant ait reçu une injection d'une substance douteuse administrée lors d'une agression perpétrée à leur domicile familial situé à Yaoundé, dans la région du centre. La victime doit subir une opération à haut risque pour retrouver la santé. Son père, complètement abattu, est président d'une association des opérateurs du secteur informel. Il révèle qu'il est la cible d'une cabale depuis plusieurs mois. Joël Essenge et Marcelin Gansop.
C'était Yunga Moussa, à la fois consterné, dépité et horrifié, que nous retrouvons au chevet de son fils, à l'hôpital général de Yaoundé. Abel Arsonier, âgé de 21 ans, revient de loin, après l'injection au pétrole dont il a été victime samedi dernier, au domicile de ses parents, derrière le lycée bilingue de Sos. Samedi matin, à 5h30, je suis parti au champ à ma femme. Il y a deux gros bourreaux qui sont venus chez moi, costumés, armés. M. Champ, et m'ont pas trouvé, et ma femme, ils ont demandé à l'enfant où papa garde les documents. L'enfant a dit il ne sait pas là où papa garde les documents, mais voilà quelques documents qui sont au salon. Et ils ont dit le pétrole avait un produit que nous ne connaissons pas. Ils ont injecté l'enfant. Ils ont demandé à l'enfant, s'il crie, on va l'assassiner. L'enfant était obligé de le tempérer et ils ont fait l'action. Ça fait donc ils ont injecté l'enfant. Après ils ont demandé à l'enfant de ne pas bouger. Parce que si l'enfant bouge, le pétrole va aller au niveau du cœur et il va mourir. Au 5e jour de son hospitalisation, le jeune Abel va mal et sait à peine s'il peut glisser quelques mots, terrorisé par des douleurs atroces à divers endroits de son corps. À l'heure actuelle, la situation n'est pas toujours bonne. Le corps, c'est-à-dire les bras, là on a injecté, en train de gonfler et on va l'opérer. Et le cœur même, parce que même le cœur même et le ventre, ça ne donne pas toujours depuis samedi. Tous les jours on achète les produits, tous les jours on achète les produits. Bon, nous attendons ce que Dieu pourra réserver. Yunga Moussa dit être victime du combat qu'il mène pour l'amélioration des conditions de vie des acteurs du secteur informel. Pour que ces acteurs trouvent une stabilité, qu'ils soient recasés et que la RNP soit remboursée. Il y a 12 000 Camerounais qui ont été victimes, à plus de 4 milliards de francs, et que le chef d'État a 2 instructions. Je sais pas pourquoi les gens ne veulent pas mettre en application ces instructions. Je pense que c'est tout ça qui continue. Et les 2 hangars qui ont été construits à Moukoura, à plus d'1,5 milliard, chose impossible. C'est tous ces réseaux qui sont derrière ce problème. Parce que j'étais déjà avisé, comme les injections m'ont dit, comme je suis souvent malade, ils vont m'injecter, soit ils vont faire ça sur mes enfants. Avant son fils, c'est Yunga Moussa lui-même qui a passé récemment des moments difficiles, après plus d'1 mois de détention à la prison principale de Yaoundé. Son crime était d'avoir fait un sitting à l'entrée de la primature pour revendiquer le remboursement de l'argent des acteurs du secteur informel, détourné dans le cadre du projet PID. Dans le reste de l'actualité, une feuille de route vient d'être définie entre le ministère de l'économie et le secteur privé au bout de 2 jours de dialogue engagé au JICAM. L'année économique 2018 désormais lancée à la suite de ces concertations entre le secteur public et le secteur privé. Objectif, assainir le climat des affaires, également définir la politique d'accompagnement des champions nationaux, mais aussi répondre aux préalables du secteur privé en vue de pouvoir améliorer la sécurité juridique des investissements et garantir des réformes pouvant permettre aux entreprises camerounaises d'exporter des produits locaux et compétitifs sur les marchés internationaux. Je vous propose à présent d'écouter le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, Luc-Paul Motazé. Compte rendu presque général. Ce que nous sommes venus faire, je crois que cela a été obtenu. Nous sommes venus rencontrer le secteur privé parce que le secteur privé est celui qui crée les richesses. Il faut vraiment se le rappeler. Et il faut rappeler également qu'en décembre 2016, lorsque les chefs d'État de la CEMAC se sont réunis à Yaoundé sur invitation du président Biya du Cameroun, l'une des résolutions de leur rencontre, il y en a eu 21, l'une des résolutions parlait justement du rôle du secteur privé, que le secteur privé devrait jouer un rôle important. Vous comprenez pourquoi, depuis hier déjà, nous avons rencontré tout le secteur privé, toutes les organisations patronales, et aujourd'hui nous sommes à la Chambre de commerce. C'est toujours dans le même ordre d'idée. Voir ce que le secteur privé peut faire pour nous accompagner dans ce travail de reconquête d'un taux de croissance important, et surtout les appuis que nous pouvons apporter. Parce que, je le dis toujours, l'État a une action volontariste.
Il ne s'agit pas seulement de dire vous pouvez faire, mais il faut également regarder du côté des pouvoirs publics. Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire en matière d'amélioration du climat des affaires? Le Premier ministre sera à Douala bientôt, comme d'habitude, en tant que président du Cameroun Business Forum, mais également dans d'autres incitations et dans d'autres appuis. Et au niveau de la Chambre de commerce aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à 3 domaines importants. D'abord, la transformation du cuir, et aussi la transformation du manioc. Vous venez de suivre le ministre de l'économie sur le plan d'action qui a été conclu entre le secteur public et le secteur privé. C'est l'une des causes du grave déficit de la balance commerciale au Cameroun, l'importation du poisson pour répondre à une demande sans cesse croissante. Eh bien, depuis quelques semaines, le poisson se fait rare dans les marchés. Du coup, les prix s'envolent, les ménagères sont en colère, les commerçants peinent à expliquer la situation. Nos reporters ont tenté de faire leur marché ce jour dans les artères de la ville de Douala, Mitterrandam et Julingué, Miondé. Voici le constat. Dans ce... Je dis que le maquereau est cher. Nous on vient ici, on paye le maquereau. Tantôt 23 000, tantôt 24 000. Et quand tu donnes même 30 000.